ici présents. C64 n'a pas tenu des armes contre la République. Les pères catholiques n'ont pas tenu des armes contre la République. Mais pourquoi nous devons négocier avec eux pour résoudre le problème des gens qui ont tenu les armes là-bas à l'Est? Justement, c'est C64 et Senko qui jouent les béquilles de la rébellion, justement. Regardez tous ceux qui constituent souvent la RDC aujourd'hui. Ils viennent du doute. Certains sont membres de C64. Ce AFCM 23, pour qu'ils vivent, ils recrutent ici à Kinshasa. Et à l'Union sacrée. Ils prennent les gens il faut ici le dire à aussi, Kinshasa. à l'Union sacrée. Il faut commencer par maîtriser ceux qui sont ici. À l'Union sacrée qui aussi. jouent la pépinière. Donc l'Union sacrée aussi. La pépinière 23. Non, l'Union sacrée aussi. Tu peux le calmer. Non, mais il faut les relancer. Il parle de l'Union sacrée. Nous avons vu... Oui, mais calme-le. Nous avons vu... Et la pépinière. On doit lui apprendre à faire son travail, cher... Donc moi je comprends que même l'Union sacrée, c'est la pépinière des... Laisse-lui faire son travail. Laissez-le continuer. Donc, j'étais en train de dire... Oui. Kinshasa ici, c'est la pépinière de l'FCM 23. C'est ici qu'ils les recrutent. Ils recrutent partout. Y compris dans C64. Y compris dans Senko. Dans l'Union sacrée. Y compris dans l'Union sacrée aussi. Y compris les frustrés de l'Union sacrée. Voyez-vous. Donc, ces bras de fer constitutionnels et l'ultimatum du 15 septembre, c'est la question qui se pose ce matin. C'est là que nous allons en parler. Quelques points sont prévus. L'analyse du communiqué de la coalition C64 dirigée par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Mpo, Delis Sanga et Augustin et Jean-Marc Kabonde. Nous allons aussi épingler la défense absolue de l'article 70 et 220 stratégie juridique ou blocage politique. L'effet de renvoyer entre guillemets cette loi à l'Assemblée nationale pour l'opposition, c'est un pas vers le bon sens, comme a déclaré Presse Pengue. Est-ce le président Tshisekedi devait renoncer au projet du changement de la Constitution pour donner la voie au dialogue inclusif et voir comment trouver des solutions en négociant, ou c'est encore une autre partie de la stratégie du président de la République, parce qu'il y a, entre guillemets, ces pions de la majorité qui parlent de la stratégie à la tshisekidiste. Pour en parler, nous avons des citoyens de très très bonne qualité, Ici, dans le studio Afro Diaspora Média, nous avons Cissé Traoré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Moïse. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de votre média. Salutations à tous les Congolais. Salutations spécifiques au très perspicace ministre des Finances Doudou Fouamba, le maillot jaune du gouvernement souminois. Laissez-moi dire que pour des Congolais qui n'ont pas d'infos, qu'ils sachent que dans le cadre des eurobonds récemment enregistrés par la partie congolaise dans les marchés internationaux, plus de 200 millions de dollars ont déjà été décaissés pour pouvoir financer des projets bancables et intégrateurs prioritaires. C'est notamment la finition pour les aéroports de Njili et de Luano, pour lesquels 89 millions de dollars sont disponibilisés. Il faut noter aussi que dans le cadre du projet Grand Katende et de ces infrastructures connexes, 43 millions de dollars, si je ne m'abuse pas, c'est 43 justement, ont déjà été disponibilisés pour l'exécution de ces travaux, et que dans les tout prochains jours, 200 autres millions de dollars vont être disponibilisés pour la poursuite notamment de la rocade nord-est de la ville de Kinshasa, et ainsi de suite. Donc, que les Kinois sachent que les chiffres que vous entendez ça et là à travers la télévision, c'est pas de la chimère, c'est de l'argent concret que vous allez palper au travers des infrastructures et des projets qui vont être implémentés. Très bien. De l'autre côté, nous avons Daniel Kitenge. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mani. Je salue les auditeurs de votre radio. Très bien. Je salue les compatriotes, surtout ceux de l'Est, Bunagana, Kishishi, Goma, Bukavu, toutes les parties occupées par les rebelles de 1-23 AFC. Les gens qui sont malheureusement abandonnés, si je peux le dire ainsi, et à leur triste sort, qui subissent des atrocités énormes, parce que ceux qui gèrent l'appareil étatique n'ont pas cette capacité-là de repousser le mal rapidement pour protéger les compatriotes. Je salue notre grand frère Cissé Traoré. J'espère que le débat sera républicain, ce sera pour l'avantage du Congolais. Merci. Très bien, le débat sera
républicain et pour l'avantage des Congolais. Mes salutations aussi à vous qui nous suivez en direct maintenant de la radio Afro Diaspora Média Online et de l'application Afro Diaspora Média Radio. Vous nous suivez de partout dans le monde. Salutations particulièrement aussi aux Congolais de la diaspora qui nous suivent maintenant même. Nous continuons avec ces débats qui viennent de commencer. Daniel Kitenge, nous avons eu des marches, des propositions de marche et des dates reportées du côté de l'opposition. Ça a commencé un certain 8 août. L'opposition a reporté sa marche pour le 22 août. Et le 22 août, l'opposition a reporté encore sa marche. Aujourd'hui, la marche est fixée pour les 15 octobre, après l'ultimatum que l'opposition avait donné au président de la République d'organiser ou de fixer des prérequis organisant les dialogues nationaux inclusifs. L'opposition s'est vue, entre guillemets, rouler selon les termes de certains opposants. Maintenant, la marche est prévue pour le 15 septembre prochain et le président de la République, par surprise, a aussi tablé à la diaspora sur les questions organisant les dialogues. Il va, entre guillemets, se prononcer, voir comment organiser ou comment sera ces dialogues. Vous pensez que l'opposition aujourd'hui nage à contresens? Non, Mani. Merci beaucoup pour la question. Très bien. Mais je ne pense pas que l'opposition marche à contresens. Donc, moi, je pense plutôt que ce que vous avez appelé des reports, c'était parce que l'opposition avait remarqué que M. Félix avait donné les signaux pouvant nous amener à atterrir à ces différentes divergences que nous avons aujourd'hui au pays. Vous vous rappelez que la marche du Vendée a été reportée par rapport à ce que l'opposition avait parlé avec le cardinal. Très bien. Après sa rencontre avec le chef de l'État, lorsque le cardinal a annoncé publiquement que le président de la République avait décidé d'organiser un dialogue. Et pour donner la chance à la paix, pour donner la chance à ce qu'il y ait un atterrissage en douceur, voilà pourquoi l'opposition avait annoncé les reports de la marche. Il n'y avait pas eu d'annulation. On avait plutôt reporté la marche. Vous vous rappelez, dans votre plateau, moi, personnellement, je n'étais pas d'accord. J'avais émis le vœu de voir cette marche-là être tenue. Parce que vous vous rappelez que M. Félix Tshisekedi avait accepté les dialogues, où il a accepté les dialogues sous contrainte. Ce n'est pas un cadeau qu'il est en train de faire aux Congolais, mais il est en train de faire à l'opposition. C'était sous contrainte parce qu'il y avait des mouvements de pression. L'opposition qui est qualifiée à péter, après la journée ville morte, après les sittings, ça bougeait un peu les lignes. Et pour une manière pour Félix de céder, si je peux le dire ainsi, parce qu'il avait vraiment senti la pression, et la marche du Vendée, c'était vraiment une marche qui s'annonçait vraiment très énorme, parce que la population congolaise s'était mobilisée en masse pour répondre présent à cet appel. Donc, dire que l'opposition marche à contresens, non, ce n'est pas dans cette manière qu'il faut aborder la question. Ou bien l'opposition marche à l'allure du président, à l'allure du pouvoir. Ce n'est pas aussi l'allure du pouvoir. Nous sommes dans un champ politique. C'est-à-dire quoi? Il y a des pourparlers, il y a des négociations qui se font. Il faut, à un certain moment, lorsque vous demandez quelque chose, lorsque vous attendez à quelque chose, et que vous voyez en face de vous, il y a des signaux, il faut quand même observer et voir si la personne en face de vous peut respecter ce qu'il a eu à promettre. On ne pouvait pas mettre en déroute ou dépasser les paroles ou la proposition du cardinal, parce que c'est eux qui vont faire la médiation de ces offices. Donc, l'Église catholique et les CC, c'est-à-dire je parle des confessions religieuses, très bien, avaient échangé avec le chef de l'État. Ils ont vu l'opposition et c'est dans un commun d'accord là que l'opposition avait reporté la marche. Et on espérait que M. Félix allait décider de commencer, c'est-à-dire de renoncer d'abord à ce que nous appelons ces projets macabres, ces projets suicidaires, de changement de la Constitution. Et on s'est rendu compte que finalement, il y tient. Il continue toujours à persister. Et voilà pourquoi l'opposition est revenue. Comme on avait reporté la marche, on est venu encore pour donner une nouvelle date. Il n'y a pas de contresens. Parce que la marche n'a pas été annulée. La marche a été renvoyée au calendrier grec. Et aujourd'hui, on a pu trouver la date. Et les 15, l'opposition sera dans la rue pour revendiquer ses droits. Les 15, c'est seulement si le président ne convoque pas les dialogues avant les 15. En fait, il faut dissocier un peu les deux démarches. Il y a une démarche où les gens insistent sur les dialogues et la démarche qui a même concouru à ce que
la C64 soit mise en place. C'est-à-dire quoi? La démarche d'empêcher Félix de changer la Constitution. C'est vraiment ça le soubassement même de la création de la C64. C'était pour empêcher Félix d'aller au-delà de ce que la loi prévoit. Pas pour demander le dialogue. L'objectif pour demander le dialogue. Non, il ne faut pas poser les questions de cette manière-là. L'objectif principal, vous le savez très bien, lorsque l'opposition revient de Bujumbura, ils ont communiqué. C'est qui les leaders de l'opposition, c'est-à-dire, je parle du présidium des C64, c'est qu'ils avaient communiqué à la population, c'était quoi? Ils ont parlé avec le président de l'Union africaine, c'est-à-dire le président Ndayishimiye du Burundi. Ils lui ont dit clairement que nous allons nous mettre sur la table avec M. Félix si et seulement si ce dernier abandonnait son projet de changement de la Constitution. C'était ça l'objectif principal. La création des 64 avait pour but principal de se battre pour obtenir le respect de l'ordre constitutionnel. Les dialogues, c'est une demande générale. Ce n'est pas que l'opposition, parce que ça a commencé, d'ailleurs même Félix en parle plusieurs fois, il parlait du dialogue, il y avait les prélats qui parlaient du dialogue, il y avait de l'autre côté. Pourquoi on demandait le dialogue? Ce n'est pas une demande exclusive comme vous l'appelez, vous avez utilisé un terme que j'aimerais que vous retirez même, quémander. C'est juste une question. Non, voilà, les termes ne cadrent pas, parce que l'opposition ne quémande pas le dialogue. Le dialogue devient un impératif face à la faiblesse de la gestion sécuritaire de ce gouvernement. Vous comprenez? Les gens insistent sur le dialogue parce que le gouvernement congolais a échoué dans sa mission de protéger les compatriotes. Ça fait plus de 4 ans qu'une zone de notre pays est occupée. C'est-à-dire, je parle de Bunagana. Une grande partie. Monsieur Mani, vous vous rappelez que nous sommes partis aux élections de 2023 sans Bunagana, sans Kishish. C'est-à-dire, les compatriotes de là n'ont jamais voté. Et face à cette évidence-là, face à la faiblesse de l'État congolais, à la faiblesse de la gestion de ces régimes de M. Félix et son gouvernement, voilà pourquoi les gens insistent sur les dialogues. Donc, le dialogue, c'est pour les questions sécuritaires, non pour les changements de la Constitution. En fait, toutes les questions seront abordées. Okay. Mais la C64 avait pour objectif principal de combattre ou de pousser Félix à respecter l'ordre constitutionnel. Mais voilà d'ailleurs, même le nom le démontre, non? C64, coalition, article 64. On ne parle pas de dialogue dans C64. On parle de respect de l'ordre constitutionnel. C'est clair, c'est une évidence. Donc, pour vous dire que... Donc, si aujourd'hui le président convoque le dialogue et continue son projet de changement de la Constitution, la coalition, si ça continuera les marches. Mais le combat continuera. Le combat continuera. Le combat continuera parce qu'on ne peut pas comprendre que dans la situation auquel nous nous retrouvons aujourd'hui, le pouvoir décide la Constitution. Ça n'a pas d'échange. Ce n'est pas logique. Même dans l'hypothèse d'une révision constitutionnelle, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que même la loi... Même pas la révision. Même pas la révision. Parce que la loi, d'ailleurs, interdit une révision pendant l'état de siège. Si j'ai une bonne mémoire, ça peut être entre l'article 218 ou 219. La loi l'interdit formellement, c'est-à-dire on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état de siège. Et le Congo est en état de siège et il y a des zones qui sont occupées. Aujourd'hui, si vous voulez aller dans un référendum, ceux qui sont à Goma vont voter comment? Ceux qui sont à Bukavu vont voter comment? Vous voulez anticiper une balkanisation. Très bien, merci. Il faut dire que l'objectif principal de la C64 était de lutter pour obtenir le respect de l'ordre constitutionnel. Les dialogues, c'est un impératif qui s'impose à tous parce que face à nous, la gestion sécuritaire de M. Félix n'a pas été au top. Comme ça n'a pas été une bonne chose, voilà pourquoi les gens demandent des dialogues pour atterrir, pour que ceux qui sont à l'Est cessent de mourir. Très bien, merci beaucoup. Cissé Traoré, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a annoncé une prochaine adresse à la nation concernant les dialogues nationaux. Il est appelé aujourd'hui un stratège. Chez vous, les membres de la majorité, si je peux l'appeler, si vous pouvez le prendre comme ça, un stratège. Vous ne pensez pas que c'est encore une énième stratégie du président de la République pour amadouer l'opposition, enfin de poursuivre son plan de changement de la Constitution, où il est vraiment sincère pour dialoguer avec ses amis de l'opposition pour trouver, comme a dit Daniel Kitenge, des réponses aux questions de la sécurité à l'Est? Merci de la question, cher Moïse. Bon, stratège, oui, c'est normal qu'en politique qu'on ait des stratégies. C'est tout à fait normal. C'est de bonne guerre. De la même façon que l'opposition s'organise avec des stratagèmes, il est tout à fait indiqué que le président de la République,
qui est avant tout un acteur politique, soit aussi stratège du mieux qu'il peut. On ne peut pas lui reprocher le fait d'être stratège. Non, attends. En politique, il faut être stratège. Alors, maintenant, vous dites que c'est pour amadouer l'opposition ou je ne sais que... Bon. Très bien jouer à sa stratégie. Le problème, c'est que le plus grand problème, c'est que Tshisekedi a le malheur de n'avoir pas une opposition efficace en face de lui. C'est le malheur de Tshisekedi. Est-ce que si Tshisekedi en avait une en face pour créer comme l'équilibre, ça aurait un tout petit peu boosté et ça aurait donné une autre dynamique à l'action politique en République du Congo. Cette opposition qui l'a obligé à dialoguer, c'est l'opposition faible. Je vous dis, vous observez vous-même de quelle manière ils s'entre-déchirent, ils ne s'entendent même pas sur des concepts qui ont semblé à un moment donné constituer leur combat, auxquels ils ont tourné le dos, ils s'entre-déchirent, il y a des dissidences, de multiples dissidences, il y a comme une imposition de vision, comme une sorte de dictature au sein de C64, comme quoi toute voix dissidente doit être éjectée de l'organisation. C'est ce qu'on observe. Et c'est pas des gens comme ça qui doivent donner des leçons de démocratie aux autres, non. Eux-mêmes, ils ne savent pas gérer en toute démocratie, en toute transparence. Mais ce serait paradoxal que ce soit eux qui viennent bombarder des leçons aux autres. Ça ne tient pas debout. Mais nous voyons le présidium dirigé d'un président à un autre. Pour ce qui est... Mais justement, c'est la clique là, justement, qui s'organise pour mater toutes les autres voix, de la jeunesse montante. Okay. Hein? Vous êtes au parfum de ce qui se passe au sein de la 64. Combien de dissidences il y a, combien de départs on a enregistré jusqu'à présent, ce qui sous-tend qu'il y a un malaise profond au sein de l'organisation. Mais ce ne sont pas des gens qui sont incapables de gérer leur petite organisation comme ça, qui vont distribuer des leçons de gouvernance aux autres. Mais gouvernez d'abord la petite structure que vous avez, vous en êtes incapable. Vous vous entre-déchirez pour des petits intérêts mesquins. Mais vous voulez que tous les pays vous soient confiés. Ah, attends, c'est quand même hasardeux ça. Comment voulez-vous que des gens qui n'ont ni aura, ni ancrage, ni offre politique alternative aspirent à devenir gouvernants demain de ce pays? Pour que vous veniez remplacer Tshisekedi, il faut que vous ayez une offre politique qui représente une alternative. Elle est où? C'est laquelle? Vous les suivez? Est-ce que vous... Je ne peux pas vous poser de questions, mais je sais que vous serez incapable, si on vous le demandait, de nous brosser ne serait-ce que les idéaux sur lesquels sont assis ces leaders de C64. Mais Daniel Kiteng est là épinglé. C'est d'abord le respect de l'ordre constitutionnel. Voilà, ça encore c'est un problème. Des gens qui se battent pour le respect de l'ordre constitutionnel sont en train de solliciter un dialogue qui du reste n'a rien à voir avec l'ordre constitutionnel. Le dialogue étant extra-constitutionnel ne devrait pas être la préoccupation de ceux qui se battent pour l'ordre constitutionnel. D'où ils tirent le soubassement constitutionnel pour le dialogue. D'où? Et encore que, dans ce pays, nous avons l'expérience. Tous les 37 dialogues organisés dans ce pays ont abouti au chambardement, au renversement de l'ordre constitutionnel. Je vous prends le tout dernier exemple, celui de 2016. C'est celui-là qui a permis à Joseph Kabila d'aller de 2016 à 2018. Rien que ça, c'est déjà un renversement de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel établit la structure étatique avec des institutions et leur durée de vie. Mais maintenant, l'institution Kabila, ou président de la République, comment est-elle arrivée en 2018? N'est-ce pas grâce au dialogue? N'est-ce pas grâce au dialogue de comment on appelle ça, Saint-Sylvestre? À ce moment-là, l'ordre constitutionnel a été renversé.
les parlements ont glissé, et le Parlement a glissé, toutes les deux chambres ont glissé, le président lui-même a glissé, grâce au dialogue. Mais maintenant, nos amis qui revendiquent le dialogue, ils savent que le dialogue va aboutir au renversement de l'ordre constitutionnel. Ils le savent. Mais comment voulez-vous des gens qui veulent protéger, préserver l'ordre constitutionnel demandent le dialogue, lequel dialogue a pour issue le renversement de l'ordre constitutionnel? Parce que tous nous le savons, qu'à l'issue d'un tel dialogue, il y aura, que vous le vouliez ou pas, renversement de l'ordre constitutionnel. Est-ce que ça même la stratégie? Des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Est-ce que ça même la stratégie du président de la République? C'est pour te dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne sont assis sur aucun idéal. Il n'y a pas d'idéaux. C'est comme ça que vous avez vu Alain Bolodjo quitter le navire et vous dit, mais papa, nous sommes réunis pour tel combat. Le dialogue que vous recherchez, telle est son issue. Je ne comprends pas, nous perdons là. C'est comme ça qu'ils ne s'entendent pas avec ceux qui quittent le navire. Donc, le dialogue, ils l'ont commandé depuis, vous verrez que Martin Fayoulou, autour duquel ils se sont réunis, depuis 2019, il ne fait que réclamer le dialogue. Depuis 2019, pour ceux qui se rappellent, ils vous diront, depuis 2019, Fayoulou ne réclame que ça. Le dialogue. Il avait même proposé une formule monstre là, de créer comme... j'ai oublié le nom, il avait proposé une formule. Front patriotique. Voilà, quelque chose comme ça là. On va réunir les institutions, on discute et on va mettre en place la structure dont vous parlez là pour 2 ans de transition, quelque chose comme ça. Après, il y aurait élection. Mais ça, c'est pas un renversement de l'ordre constitutionnel. Dites-moi d'où ça sort, cette formule-là. N'est-ce pas un renversement de l'ordre? Donc, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils sont sur des concepts qu'ils définissent mal, qu'ils ne comprennent pas. Vous ne pensez pas que ces dialogues que vous avez parlé, les dialogues en République démocratique du Congo finissent toujours par briser l'ordre constitutionnel et le président a annoncé que ça sera un peu différent cette fois-ci. Vous ne pensez pas que c'est un piège que le président tend à l'opposition? Ah, vous avez des mots propres à vous. Non, c'est juste une question. Savoir ce que vous pensez. Je ne vais pas utiliser le vocable piège. Mais je vais quand même dire ce que j'en pense. Très bien. Le président de la République, comme je disais au début, est dans ses droits en tant qu'acteur politique d'avoir des stratagèmes, comme tout politicien. Ça, on ne va pas le lui reprocher quand même. C'est un acteur politique. Comme annoncer les dialogues pour faire voter la loi ou faire passer la loi à la Cour constitutionnelle. Ah, je ne sais pas moi, c'est comme ça que vous le comprenez, mais le président de la République, s'il accepte d'aller au dialogue cette fois-ci, c'est par bonne foi. Bonne foi. Il n'y a aucune contrainte. Donc pour vous, c'est un cadeau qu'il offre à l'opposition. Tout à fait. C'est par bonne foi, par ouverture politique. C'est qu'il n'est pas contraint d'aller au dialogue. Vous avez vu, je disais tantôt dans certains médias, qu'il n'y aura pas de dialogue avant le 15. Parce que nous savions qu'en politique, les faits et gestes, les attitudes, le mot, les discours, ça compte. Tshisekedi ne pouvait pas convoquer un dialogue sous pression de l'opposition. Non, il dilue son autorité. C'est un président de la République. Je vous dis, bon, ok, comme vous dites le 15, allons-y, vous verrez qu'il n'y aura pas de dialogue. À l'ultimatum posé, vous verrez qu'il n'y aura pas de dialogue. Et le ciel ne nous tombera pas dessus. Il y aura un matin, il y aura un soir, on va dormir, on va se réveiller, et la vie va continuer. Mais plus tard, au-delà de cet ultimatum, le président pourrait convoquer le dialogue. C'est le simple fait pour eux d'avoir posé l'ultimatum qui a fait que le président ne convoque pas. Parce qu'on ne peut pas imposer ça à un président de la République. Très bien. Il est légal, légitime. Il ne peut pas se laisser malmener par des humeurs, des gens qui n'ont pas une offre politique alternative à proposer. Pour ce qui est de la loi, vous avez évoqué la loi, la question de la loi. Rapidement. Le président de la République a en fait usé de sa sagesse. Il avait le choix entre promulguer le texte de loi en y annexant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, tout comme renvoyer le texte pour une seconde délibération au Parlement. Ce sont des choix qui s'offraient à lui. Même moi, à sa place, j'aurais choisi, à la place de promulguer le texte, avec comme annexe l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ça aurait été plus propre que l'on remette le texte de loi aux parlementaires
pour faire une refonte, en fait, pour incorporer les recommandations de la Cour constitutionnelle dans le texte de loi et ensuite le promulguer. C'est plus propre. Donc, c'est ce que le président de la République a fait. Il n'y a pas une sorte de rétropédalage, il n'y a pas une sorte de, vous avez dit, stratagème pour faire passer la loi. Non, la Cour constitutionnelle était dans sa mission d'étudier la conformité de la loi à la Constitution et de rendre un arrêt. C'est ce qui a été fait. Et ensuite, la Cour a laissé libre choix au président de la République. Soit vous promulguez en associant ou comment dire, en annexant l'arrêt de la Cour au texte pour qu'au moment de son application soient observées les annotations de la Cour constitutionnelle, tout comme vous pouvez renvoyer les textes au Parlement pour une seconde lecture, pour qu'on incorpore, qu'est-ce que j'ai dit, seconde délibération, pour qu'on incorpore les recommandations de la Cour en français. Donc, je ne vois aucune sorte de stratagème là. Très bien. Daniel Kitenge, les narratifs de Tshisekedi, un stratège, avant le 22 août en cours, l'opposition avait prévu d'abord sa marche le 8, après reporter le 22. Cette marche qui s'alignait directement vers le palais de la Nation, où même l'Union sacrée aussi s'était mobilisée pour contrecarrer cette marche. Et après la pression, nous avons vu les présidents de la République accepter le dialogue à travers nos pères des églises. Et après cela, l'opposition s'est éteinte. Nous avons vu l'opposition a reporté sa marche à une date ultérieure en donnant l'ultimatum au président d'organiser les dialogues plus tard, les 15 août, chose qui n'était pas faite. Et arrivé le 15 août, l'opposition a encore projeté pour les 15 septembre prochain. Et le président de la République s'est encore prononcé en disant qu'il va tenir une adresse à la nation pour voir comment sera organisée cette marche. Et par là, vous ne pensez pas que l'opposition va encore reculer pour attendre ce que le président de la République dira à son adresse à la nation, comment il va programmer la marche et encore sera encore endormi. Vous ne pensez pas que, comme dit c'est de la majorité, la stratégie du président de la République marche très bien pour contrer tout événement de la coalition C64, soit de l'opposition? Merci beaucoup pour la question, Mani. Mais laissez-moi répondre à ce que j'ai entendu de notre aîné Cissé Traoré, membre de l'Union sacrée. Il s'est dit être journaliste proche de la population. Non, il est membre de l'Union sacrée. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui défend une organisation très désordonnée, qui gère l'appareil étatique, veut donner des leçons à la 64. C'est absurde en réalité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus désordonné que l'Union sacrée. Il parle des avis contraires, des gens qui sont injectés de la C64. Moi, je vous signale que personne n'a été chassé ou personne n'a été contraint de quitter la C64. Les gens ont quitté parce qu'ils ont adhéré librement. Alain Bolodjoa a réalisé que non, il n'était plus en honneur de sainteté avec ces derniers, il a quitté. Il a dit, selon lui, vous êtes égaré du chemin, c'est pour ça qu'il a quitté. Attendez. Je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Très bien. Alain Bolodjoa a été clair. C'est-à-dire, il ne partage plus la même position que ces derniers. Voilà un homme honnête, il est parti. Parce que le respect de l'ordre constitutionnel, on peut aussi négocier ça dans le dialogue. Qu'est-ce qui vous garantit que lorsqu'on est dans le pourparler, on ne peut pas parler de l'ordre constitutionnel? On peut aussi en parler. Voilà. C'est-à-dire, contrairement à l'Union sacrée, où lorsque quelqu'un a un avis contraire, on les chasse. Vital Kamerhe est où aujourd'hui? Quand notre grand frère aura la parole, il pourra nous répondre. Kamerhe est où aujourd'hui? Vous pensez qu'il a été chassé? S'il vous plaît, Bat est où aujourd'hui? Il a été chassé. Bat a été injecté rapidement du Sénat. Rapidement. Pourquoi? Pour avoir dit simplement que le Congo a un problème de texte, a un problème d'hommes, et non pas un problème de texte. Et vous défendez cette organisation-là, de l'Union sacrée, mais vous venez ici donner des leçons à 104. Ça n'a pas raison d'être. Et ça n'a pas lieu d'être. Donc, commencez d'abord par dire à l'Union sacrée de respecter la vie contraire au sein de l'Union sacrée.
Parce que et là-bas, on ne les respecte pas. Les cas sont légion. Il vous dit ici, moi ça m'étonne que ça vient d'un journaliste. J'ai beaucoup de respect pour notre Kouloutou. Il vous dit, tous les dialogues nous ont amenés à renverser l'ordre constitutionnel. Non, c'est encore une absurdité. Les dialogues n'ont pas pour vocation de renverser l'ordre constitutionnel. Sinon, en 2015, avant la Saint-Sylvestre, il y avait les dialogues de Den Kodjo. Vous vous rappelez? Ça veut renverser l'ordre constitutionnel. On a nommé un premier ministre, simplement. Ça a renversé quel ordre constitutionnel? Même les dialogues qu'il a évoqués de la Saint-Sylvestre n'a pas renversé l'ordre constitutionnel. N'a pas renversé l'ordre constitutionnel. Parce que Kabila est resté d'abord en fonction. Pourquoi? La première, c'est-à-dire, le premier élément. Parce que le gouvernement de Kabila à l'époque avait dit clairement qu'il n'était pas en mesure d'organiser l'élection. C'est-à-dire, manque de moyens pour organiser l'élection et aussi Ebola. Cette incapacité nous a amené à qu'il y ait un dialogue. Donc, en réalité, la Saint-Sylvestre a organisé une situation exceptionnelle. C'est-à-dire, on était déjà hors mandat du président de la République et pour continuer, il fallait trouver un cadre pour que nous puissions atterrir. Et aussi, il y avait un arrêt de la Constitution, si vous vous rappelez, l'arrêt à l'interprétation de l'époque, qui le disait clairement que le président reste en fonction jusqu'à l'organisation du nouveau président élu. Donc, contrairement à lui, c'était pour garder derrière l'ordre constitutionnel. C'est ça. C'est-à-dire, on était dans une situation exceptionnelle où le pouvoir est en incapacité d'organiser des élections par manque de moyens et par rapport à la crise d'Ebola. Aujourd'hui, Félix vous a dit, il vous a dit publiquement lors de la conférence de presse, je pense que l'aîné était aussi là, si la guerre ne finit pas, il n'y aura pas d'élection. Vrai ou faux? Il vous a dit ça, non? La CENI a dit que le gouvernement n'a pas financé, n'a pas versé l'argent qu'il faut pour commencer le processus des élections. Imaginez qu'on se retrouve en 2028 dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire comme si rien n'était, on continue à vivre notre cours de vie normalement. La population n'est même pas encore enrôlée. Vous comprenez? C'est-à-dire que même pas encore les dialogues n'ont jamais eu pour vocation de renverser l'ordre constitutionnel. Non, c'est faux. Donc, il a menti Là, selon vous. il se trompe. Non, il n'a pas menti, il se trompe. Il y a une différence entre mentir et se tromper. Il s'est trompé. Je pense qu'il s'est trompé. Et quand il va prendre la parole, j'espère qu'il va revenir à la raison et réarranger. Parce qu'il y a eu plusieurs dialogues. Je peux vous rassurer qu'une grande partie n'a pas touché même à l'ordre constitutionnel. Et les dialogues, M. Mani, a toujours été pris comme mode de résolution des conflits. Tous les dialogues qu'il y a eu dans ce pays avaient pour but de résoudre un conflit quelconque. Moi, je le dis toujours et je le dirai toujours à qui veut l'attendre. Vous évoquez les dialogues dans ce pays. Vous évoquez les dialogues. Vous voulez toujours acquiser les dialogues. Les dialogues, c'est mauvais. Les dialogues n'ont rien apporté. Mais le problème, ce n'est pas les dialogues. Le problème, c'est la mise en place ou mise en application de ce qui se décide dans les dialogues. Nous avons du mal à les mettre en pratique. Et aussi, pourquoi il y a des dialogues récurrents? Pourquoi à chaque fois que quelqu'un prend les armes, il faut qu'il y ait un dialogue? Mais c'est parce que nous sommes incapables de répondre militairement aux forces du mal. Monsieur Mani, imaginez qu'aujourd'hui, Monsieur Félix Tshisekedi et son gouvernement met en place une stratégie très efficace pour récupérer Goma, Bukavu, Bunagana, tous ces coins-là occupés. Qui parlerait encore du dialogue? On en parle pourquoi? Donc, c'est de l'incapacité de la gestion de l'État ou de la gestion des questions sécuritaires qui pousse les gens à réclamer les dialogues. Et c'est un fait. C'est-à-dire, on est entre des réalités. Entre le mal et les moindres mal, vaut mieux trouver une solution palliative d'abord pour que les morts cessent et après on verra. Donc pour vous, les dialogues, la raison du dialogue, c'est la mauvaise gouvernance. Mais c'est la mauvaise gouvernance. Mani, il y a combien de pays en Afrique? Pourquoi les rebelles ne se lèvent pas un jour pour prendre les armes contre le gouvernement de l'Égypte, par exemple? Pourquoi? Parce que l'Égypte a une armée forte. Et même les rebelles, même l'adversaire, a peur. Ils savent que si on prend les armes pour attaquer, ils vont contre-attaquer, ils vont nous poudrier et ils vont partir. Mais l'armée congolaise aussi est très bien classée dans les classements africains. Les classements africains. Moi, je n'ai pas de problème avec l'armée. Moi, je vous dis nous avons des hommes braves. Nous avons des hommes capables de mener des combats énormes. Et dans l'histoire de ces pays, on l'a prouvé. Mobutu pouvait envoyer des militaires au Maroc, pouvait envoyer des militaires au Rwanda.
Mobutu l'a prouvé. Même sous la gestion des Kabila, les pères à l'époque, il y avait une guerre qui s'est éclatée au niveau de Matadi, je me rappelle à l'époque. L'armée congolaise a fait face. Mais il y a un problème sérieux, c'est-à-dire quoi? Le problème de commandement. Le problème de la gestion de cette armée. Est-ce que l'armée a ce qu'elle doit avoir pour faire bien son travail? Il va me parler des primes de $500. Quand il va prendre la parole. Qui ne s'est payé pas à l'époque de Oui, Kabila, il faut quand même accepter. Mais à 7 ans au pouvoir, on nous disait qu'il n'y avait pas de moyens pour augmenter l'argent des militaires. Mais lorsqu'on a senti le pouvoir être secoué, coup de baguette magique, directement, on double la prime. Pourquoi on ne le faisait pas avant? Pour vous dire qu'il n'y avait pas eu un débit. C'est-à-dire, si on avait commencé déjà le travail, on n'allait pas arriver à ce niveau-là où l'armée se retrouve en difficulté et on décide rapidement pour trouver des solutions rapidement. J'ai applaudi cela parce que moi, je suis enfant d'un policier. Okay. On en bénéficie. Ça, c'est vrai. Vous bénéficiez des bienfaits de Félix Tshisekedi. Je bénéficie des bienfaits de l'État congolais. De l'État congolais. Parce que le Félix ne donne pas l'argent à mon père. C'est l'État congolais qui paye mon père et qui paye aussi Félix. Il faut faire la différence. Très bien. Donc, pour vous dire quoi, Mani, aujourd'hui, les dialogues, et encore une chose, un élément qu'il a évoqué, il vous dit, Martin Fayulu a commencé de demander les dialogues depuis 2019. Ça encore, c'est une fausseté. C'est une fausseté. Martin Fayulu, je parle de la guerre. Lorsque la guerre a repris, on a toujours insisté à l'époque, le prince Pengele, Martin Fayulu était dans la rue pour dire à Félix d'attaquer le Rwanda, de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, parce qu'il fallait répondre militairement lorsque la guerre était encore au niveau de Bunagana. On a manqué cela. À l'époque, il y avait un mariage exceptionnel entre le pouvoir de Kinshasa et du Rwanda. Un mariage? Les gens ont commencé... Oui, il y avait des... Félix est parti au Rwanda combien de fois? Kagame est venu ici combien de fois? Il y avait quand même... J'étais quand même dans un terrain là d'attente... Il a d'ailleurs traité Kagame des partenaires fiables et privilégiés, vous vous rappelez? C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en commun accord. On a commencé à insister sur les dialogues lorsqu'on a constaté que les pouvoirs n'étaient pas à mesure de répondre efficacement sur le plan militaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un procès où on juge des généraux qui ont fui la guerre. Vous comprenez ça? C'est à défaut d'une force capable de répondre militairement aux rebelles, très bien, de répondre militairement à l'adversaire qui est le Rwanda, que les gens insistent sur les dialogues pour atterrir, comme dans le passé. Est-ce que vous ne tombez pas, c'était d'ailleurs la question principale, dans le piège de Félix Tshisekedi, entre guillemets, dans la stratégie de Tshisekedi? Tu sais, Mani, moi j'ai du mal à comprendre parfois ceux qui sont de l'union sacrée. J'ai du mal à comprendre mon aîné. On vous parle de la stratégie. Mani, la meilleure stratégie aujourd'hui serait de nous trouver des solutions pour récupérer Goma et Bukavu. Vous parlez de quelle stratégie? Vous parlez de quelle stratégie? C'est qu'on n'est pas sérieux ici au Congo. Vous avez un coin de votre pays qui est occupé, mais vous vous vantez des stratégies politiques contre les adversaires politiques. Mais on est où? Mettez des stratégies efficaces pour attaquer le Rwanda. Mettez des stratégies efficaces pour combattre l'adversaire qui est le Rwanda. Mettez des stratégies efficaces pour chasser Nanga, qui est d'ailleurs un condamné à mort. Mettez des stratégies efficaces pour arrêter Kabila et les mettre en prison. C'est ça des stratégies que nous voulons aujourd'hui. Celui qui est à Goma n'a rien à faire de vos stratégies que vous appelez ces jeux de ping-pong entre politiciens. Il n'a rien à foutre de ça. Celui qui est à Goma veut que Goma retrouve sa libération, veut que Bukavu revienne à la RDC. Et c'est que l'opposition veut. Vous ne voyez pas c'est contraire par les stratégies que vous condamnez ici. Moi, je vous dis, il n'y a aucune stratégie qui contre une stratégie quelconque. Tout ce que moi je vois, c'est un pouvoir qui n'est pas en mesure de répondre militairement à des attaques directes. Il y a ce qu'on appelle une proportionnalité des réponses. Lorsque l'adversaire vous attaque par les armes, vous répondez par les armes. Nous, on n'est pas en mesure. Vous me parlez de quelle stratégie? Ça fait 4 ans que Bunagana est occupé. Vous parlez de stratégie? Vous parlez de stratégie? Oh merde. Ceux qui ont fait les titres. Des reports des activités de C64. Les reports des activités, je vous ai expliqué à l'entame ici. Il y avait des démarches qui ont été entreprises par les prélats. Ils ont vu Félix, il a accepté qu'il y ait dialogue. Et après, ces mêmes prélats sont partis voir les opposants pour leur dire, bon, comme le président a accepté qu'il y ait dialogue, maintenant, arrêtons d'abord cette affaire de marche, donnons la chance aux pourparlers. C'est vraiment dans ce cadre-là. Il n'y a pas une stratégie qui a contre une stratégie. Sinon, moi, je vous dis ici, la stratégie que moi, j'estime être une stratégie ultime,
une stratégie énorme. C'est une stratégie qui va nous amener aujourd'hui. Très bien. Si vous voulez, laissez les dialogues. Ok. Mettez une stratégie efficace pour récupérer Goma, Bukavu, Kishishi, Bunagana aujourd'hui qui sont fait 4 ans occupés. C'est ça la stratégie ultime qui sera salvatrice. Et ça, moi, j'applaudirais. Parce que moi, étant un Congolais, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que les coins où nos compatriotes qui sont en train de mourir sous les armes, Mani, c'est honteux qu'un président de notre pays se lève un bon matin, passe dans des médias internationaux pour dire clairement que celui qui veut Goma doit passer par moi. Mais ce sont des insultes. Et vous, ici, vous évoquez les stratégies politiques bidons pour pousser la 64 à reporter les marches. Très bien. Mais c'est absurde. Très bien. Merci beaucoup. Si vous nous suivez en direct de la radio Afro Diaspora Média, vous pouvez réagir via WhatsApp par 098 666 29 19. 098 666 29 19. Vos questions et vos préoccupations via WhatsApp. Un message texte, pas de notes vocales. Un message texte, nous allons vous lire ici en direct. Si c'est Traoré, la stratégie tant vantée de Félix Tshisekedi, Daniel Titenge a parlé, une bonne stratégie, la meilleure stratégie que le pays en a besoin maintenant, c'est la stratégie qui peut nous amener à récupérer le territoire de l'Est pris par l'ennemi. Vous pensez que les jeux de ping-pong, comme Daniel l'a appelé, contrer l'opposition par des petites annonces, l'annonce du dialogue, aujourd'hui l'annonce de l'adresse à la nation, demain ça sera l'annonce de l'organisation du dialogue, et ce qui amène à faire repousser les dates et les activités de l'opposition, de la coalition C64. Vous pensez aujourd'hui ça servira à quelque chose à la nation, si c'est Traoré? Merci de la question. J'ai compris que Daniel ne comprend pas de quoi il parle. Il dit des choses dont il n'a aucune maîtrise. Il dit que il dit je me suis trompé quand j'ai affirmé que le dialogue de Saint-Sylvestre avait permis les renversements de l'ordre constitutionnel. Mais ceux qui suivent savent que si Kabila est parti de 2016 à 2018, c'était grâce à ce dialogue. Alors maintenant, si Kabila a glissé 2 ans grâce à ce dialogue, logique formelle, c'est donc ce dialogue qui a permis que pendant 2 ans, l'ordre constitutionnel soit chamboulé. Alors, le dire, est-ce que ce serait me tromper? Ceux qui suivent savent ce que je suis en train de te dire. Que c'est grâce à ce dialogue-là que Kabila a eu 2 ans de glissement. Et pas que Kabila, d'autres institutions ici, notamment le Parlement. Daniel dit que le pays est occupé, il faut des stratégies, ainsi de suite pour... Ah mais ça, c'est ce qui est en train d'être fait. Les stratégies militaires, on ne vous les déploie pas ici publiquement. Ce n'est pas ici à la télé qu'on viendra vous dire voici ce qui est en train d'être élaboré pour bouter dehors l'ennemi qui nous a envahis. Non. Pour ce qui est des stratégies militaires, souffrez qu'on ne vous dise rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour ce qui est de l'occupation, écoutez, l'occupation ne signifie pas forcément l'émiettement du Congo ou la balkanisation du Congo. Ce pays a été occupé, émietté pendant 5 ans. De 98 à 2003. 5 ans durant. Mais cette occupation, cette division n'a pas eu raison de l'unité du Congo. Au finish, le pays a été réunifié. L'autorité de l'État a été réinstallée, rétablie partout. Donc, ce n'est pas parce que Bunagana est occupé aujourd'hui, pendant quelques années, que pour autant on doit conclure que le pays est balkanisé. Non, on a déjà vécu une telle expérience. Mais le pays ne s'est pas définitivement disloqué. Pas du tout. Donc, c'est alarmiste de vouloir présenter cela comme une dislocation définitive. Voyez-vous, pour alarmer l'opinion. Pour ce qui est du dialogue, moi je suis étonné que tout jeune qu'il est, normalement, il devrait promouvoir la rupture. Il devrait promouvoir la révolution. Les jeunes doivent apporter du vent nouveau, une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthodologie. Pas recycler ce que les vieux nous ont pondu et qui a échoué.
Je suis étonné que si jeunes, ils viennent et qu'ils trempent dans la formule du dialogue. Mais il lutte pour l'intégrité territoriale. C'est ça un vent nouveau. Attendez, l'intégrité territoriale, c'est pour ça que même nos vieux, les Bomboko, Justin, Marie, ont aussi lutté. Ça n'a rien de nouveau. Ils devaient lutter pourquoi? C'est quoi pour vous ces vents nouveaux? La façon de faire, les manières, les méthodologies. Mais je suis étonné qu'il insiste sur le dialogue. Le dialogue, c'est une vieille recette qui a échoué 37 fois. Est-ce qu'on a eu des solutions définitives? Tu as ta réponse, ceux qui nous suivent ont aussi leur réponse. Mais des gens intelligents doivent s'arrêter un instant. S'ils essayent quelque chose, ils essayent une solution pendant 37 fois. Et que cette solution échoue toujours. Mais normalement, si vous êtes un peu intelligent, vous allez vous arrêter et vous poser des questions. Le président Tshisekedi, c'est ça, n'est-ce pas? Il faut dire, écoutez, on a essayé ceci, ça a échoué autant de fois. Essayons autre chose. Le président Tshisekedi l'essaie. S'il vous plaît. C'est juste une question. Laissez-moi évoluer. Je vous relance. Moi, je suis étonné que les jeunes, au lieu de promouvoir d'autres façons de faire. Est-ce que le président Tshisekedi l'essaie? Mais c'est 37 fois. Je ne fois. vois pas Tshisekedi, moi. Moi, je suis Cissé Traoré, journaliste indépendant, il est très proche du peuple congolais. C'est lui qui devait être le mieux informé. Il essaie, mais il a quand même approuvé. Vous pensez qu'il est aussi dans les mêmes lots des personnes qui qualifient? Combien il a été dubitatif pour accepter le dialogue? Vous-même, vous avez vu. Il a quand même accepté. Depuis quand on a commencé à répéter dialogue? Sans être forcé d'ailleurs, selon vous. S'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'il leur demande des garanties. Parce qu'il sait que autant de fois nous avons dialogué, ça a échoué, ça n'a pas donné de paix définitive et durable. Vous voulez qu'on recycle la même méthode? Je suis étonné, franchement, pour Daniel, si jeune. Il a demandé une autre recette, pas ça. Il a demandé des garanties. Tu es censé apporter un vent nouveau. Il existe de nouvelles méthodologies, de nouvelles façons de faire. Le président a demandé des garanties. On ne gouverne pas par le dialogue. C'est où au monde où on gouverne par le dialogue? Le président a demandé des garanties. Je vais poursuivre. Sinon, à quoi sert d'avoir une constitution et des textes de loi qui nous gouvernent? À quoi ça sert alors? Déchirons ça. Déchirons tout. Et la constitution et nos lois alors. Comme ça, on va gouverner par le dialogue. C'est où au monde, dans une démocratie, on gouverne par des lois? On ne gouverne pas par le dialogue. Mais le dialogue aussi est une façon... Distancer de cette vieille manière, cette vieille recette que les aînés nous ont, comment dire, pondu et qui a échoué lamentablement. Si, c'est horrible. Je vous relance, c'est vous. 2 secondes. Le président de la République en est arrivé même à dire, donnez-moi des garanties que si nous allons au dialogue, disons, ce cadre-là de discussion nous garantit des solutions définitives. Personne n'a su les donner. Pourquoi vous savez? Mais il a quand même accepté. Vous savez pourquoi le président de la République a demandé des garanties, des signaux positifs? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'autant de fois nous avons dialogué, ça n'a pas donné de solution à la crise. Quelle garantie il a eu pour accepter maintenant de dialoguer? Je vais te répondre, mais laisse-moi poursuivre. Allons-y. C'était une paix sporadique. Vous dialoguez aujourd'hui, au bout de 5 ans, 10 ans, une nouvelle rébellion naît là-bas. Vous voyez que les acteurs sont presque les mêmes, qui tirent les ficelles, qui sont derrière là, qui se cachent derrière. Le même scénario. Chaque fois que vous dialoguez, au bout de 5 ans, 10 ans, une nouvelle rébellion qui naît. Et la paix fait quoi? S'estompe. C'est une paix sporadique. Et ce n'est pas celle-là que nous cherchons actuellement. Nous cherchons une paix définitive parce que ça fait plus de 3 décennies que ça dure. Qu'il faut que ça s'arrête définitivement. Mais s'il faut que ça s'arrête, ça ne va pas s'arrêter au moyen du dialogue parce qu'on a déjà essayé le dialogue et le dialogue a échoué. Si nous dialoguons cette fois-ci de la même manière, vous verrez qu'au bout de 5 ans, 10 ans, une nouvelle rébellion va naître. Et ça sera de l'éternel recommencement. C'est ça qu'on ne veut pas. Cherchez, fouillez au fond de votre, dans les méninges, dans votre intelligence. Proposez une recette nouvelle, digne d'une jeunesse qui veut changer les choses. N'est pas vous comment dire, faire ce qu'on appelle, j'appelle un conformisme naïf de ce que vous avez trouvé, que les aînés ont bâti, et vous voulez poursuivre, alors que c'est un chemin qui a clairement échoué, qui a montré des limites. Votre question était que, qu'est-ce que le président de la République a eu comme garantie pour maintenant. Voilà.
Observez, vous verrez que le président de la République, il accepte le dialogue par ouverture politique. Pas parce qu'il est convaincu que ce dialogue va apporter des solutions. Non. Il leur a demandé quelles sont les garanties. Ils ont titubé. Ils ont balbutié. Personne n'a donné des garanties claires. Il dit, bon d'accord, par ouverture politique. Peut-être lorsque vous dites aux gens, vous n'avez pas raison. Les gens ne vous écoutent pas. Mais comme ils se sont réunis, ils sont nombreux, ils pensent que c'est vous qui voulez bloquer la machine. D'accord, je vous donne raison. Je vais convoquer ce dialogue. Et personne n'est garanti jusque-là qu'à l'issue de ce dialogue, il y aura solution. Mais vous savez, la nuance, c'est quoi? Le président de la République a dit, ok, je vais quand même convoquer le dialogue. Mais pour nous assurer que ce dialogue que je vais convoquer cette fois-ci va apporter ne serait-ce qu'un début de solution, il faut un dialogue exclusif, pas inclusif. Voyez-vous? C'est comme ça que vous voyez Tshisekedi dit, mais... tel. Tous les dialogues, les dialogues qu'on a fait par le passé, on les a voulu inclusifs. Mais Monseigneur Ambongo nous a parlé des dialogues inclusifs après être sorti. Bon, ok. Qu'il les convoque alors, et qu'il les convoque de façon inclusive. Mais après un traité avec le président de la République. C'est pour ça que je dis, si ton Seigneur Ambongo estime que c'est un dialogue qui doit être inclusif, bon, qu'il les convoque alors. Vous ne l'appelez pas Monseigneur. Bon, c'est ton Seigneur si tu veux, ou c'est son Seigneur. Je ne suis ni catholique, ni croyant, je ne suis pas dans ça. S'il estime que le dialogue doit être inclusif, qu'il le convoque. Le président de la République veut un dialogue exclusif. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a compris que tous les dialogues inclusifs ont échoué. Il faut changer de formule. Puisque les gens ont insisté sur le dialogue, bon d'accord, tant mieux, on va y aller, mais cette fois-ci, il doit être exclusif. Vous savez c'est quoi la tactique? Tous les dialogues inclusifs que nous avons connus ont incorporé dans le dialogue le problème. Vous savez? Actuellement, le problème, c'est qui? C'est Nanga, Kabila et ainsi de suite. Chaque fois qu'on a eu des dialogues inclusifs, on est allé prendre ceux qui posaient problème, ceux qui tuaient les gens. On les a amenés dans le dialogue. C'est ce que certains ont appelé inclusivité. Mais cette fois-ci, il faut les exclure. Il faut les isoler. Parce que c'est eux le problème. Pas des Nanga dans le dialogue. Parce que vous savez, si vous incorporez les problèmes dans le dialogue, quelle sera l'issue? Très bien. Brassage, mixage, infiltration. Ça fera que vous aurez de façon perpétuelle une armée incapable de déloger les envahisseurs. Très bien. Vous savez pourquoi on a jusqu'aujourd'hui ne serait-ce que quelques difficultés à les déloger de là où ils sont? Pourquoi? Pour cause d'infiltration. Et vous savez, l'infiltration vient par quel moyen? Par quel moyen? Par le dialogue inclusif. Parce qu'à l'issue du dialogue inclusif, vous mixez, vous brassez et vous incorporez certains dans les institutions. Députés, ministres, PCA, que sais-je encore. Ça fait éternel recommencement. Si nous le faisons encore cette fois-ci, vous avez la garantie que dans 10 ans, 20 ans, on n'aura jamais des institutions à même de pouvoir dissuader l'envahisseur. Parce qu'on aura été davantage infiltré dans la police, dans l'armée, dans les services de renseignement, dans les institutions politiques. Et en définitive, ce sera ce que le Kindo appelle aux corrompus. Voilà pourquoi je vous dis, à la limite, s'il faut qu'on accepte le dialogue, mais qu'on l'accepte de façon exclusive. Il faut isoler le problème. Nous allons le mettre dos au mur, de loin. S'il faut créer un front de l'intérieur, tant mieux. On va discuter avec ceux qui embêtent les gens inutilement ici. Et de comment on appelle ça comment? C64, qui embêtent les gens inutilement. On va les convier, pourvu que ça puisse consolider un front de l'intérieur, pour qu'on isole ceux qui ont pris les armes. Ce n'est qu'à l'issue de la consolidation de ce front, de la cohésion interne garantie, que nous allons mettre en place des stratagèmes pour bouter les fauteurs de troubles hors de notre territoire. Daniel, oui. Donc, si à la limite on doit aller au dialogue, pourvu qu'il soit exclusif. Très bien. Daniel Kitenge, la nature même de ces dialogues. Aujourd'hui, l'opposition, enfin je dirais même la C64 réclame des dialogues incluent Nanga, incluent Kabila et les restes qui sont d'ailleurs condamnés par la justice congolaise.
Cissé Traoré a épinglé la nature des dialogues récents, l'inclusivité des dialogues récents qui nous a amené par des systèmes de mixage et brassage, prendre ou réintégrer ou intégrer les rebelles dans l'armée, dans les institutions, qui a encore amené des prochains problèmes plus tard. Vous ne pensez pas qu'à la limite, l'opposition ne devrait pas plaider pour les rebelles d'être aussi dans les dialogues, de discuter avec les Congolais des natures? Merci beaucoup. Je vais aborder la question, mais laissez-moi revenir à ce que Rapidement, vraiment. J'ai écouté ici. Le Kouloutou Cissé Traoré, il vous dit que je suis jeune, je dois apporter une nouvelle recette. Mani, vous le savez d'ailleurs, parce que je l'ai dit plusieurs fois ici, plus d'une fois ici dans votre plateau, je suis et je resterai un défenseur de l'approche militaire pour faire face à toutes les attaques des ennemis. C'est l'approche que moi j'estime idéale, la solution idéale pour remettre de l'ordre. Il faut imposer la force parce que la paix se gagne. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais il a évoqué la question de l'intelligence. Il dit, quand on est intelligent, il faut réfléchir sur d'autres histoires et tout consommer. Monsieur Mani, lorsqu'on est aussi intelligent, il faut savoir diagnostiquer les problèmes de la société et se poser des vraies questions pour avoir des réponses idoines. Très bien. Lorsqu'on ne sait pas poser les vraies questions, on n'aura pas de bonnes réponses. Parce qu'aujourd'hui, il veut me faire passer comme un défenseur du dialogue. Non, non, moi je ne suis pas un défenseur du dialogue. Sûrement, il a mal compris. Je ne suis pas un défenseur du dialogue. Mais j'évoque le pourquoi les dialogues se répètent toujours. C'est de là qu'il faut partir. Lorsqu'on comprend le pourquoi, du fait qu'à chaque fois que l'ennemi prend les armes, on doit toujours aboutir à un dialogue. Là, on sait trouver des solutions idoines pour y répondre. Très bien. Mais lorsqu'on ne sait pas poser des vraies questions, on va continuer à tituber. Monsieur Mani, pourquoi les Congolais, à chaque fois qu'il y a une rébellion qui naît à l'Est, je sais où, pourquoi on doit toujours aborder l'approche du dialogue? Pourquoi on doit toujours atterrir par un dialogue? Mais c'est parce que nous sommes faibles. Je l'ai évoqué ici au début. Je l'ai dit ici. Dans le dialogue et les résultats de notre faiblesse. Dans ces mêmes plateaux. Très bien. Ici, s'il revoit l'émission, s'il avait quand même le temps de m'écouter et qu'il arrêtait un peu avec son téléphone, ça serait un peu important parce que j'ai l'impression que quand je parle, il ne capte pas ce que je dis parce qu'il est tout le temps au téléphone. C'est-à-dire quoi? Je l'ai dit ici, le président, il peut me laisser les dialogues, mais qu'il nous trouve une solution, je parle des stratégies efficaces, la stratégie ultime. C'est-à-dire quoi? Nous trouver des solutions pour mettre Nanga et tous les rebelles dehors. C'est ça, en fait, la stratégie ultime. Je l'ai évoqué ici. C'est la force. J'ai parlé d'une réponse proportionnelle à l'attaque. Les Rwandais nous agressent. Nous devons aussi agresser les Rwandais. C'est ça la réponse proportionnelle. Les Rwandais tuent chez nous. Nous devons aussi tuer chez les Rwandais. C'est ça la réponse proportionnelle. Je l'ai évoqué ici. Et apparemment, il n'a pas capté. Les dialogues viennent comme une solution palliative. Je l'ai évoqué ici. Pour lui, les dialogues n'a jamais été une solution. Non, mais juste pour partager le pouvoir. Je dis ceci, Mani. Aucun pays au monde est en paix parce qu'il y a des dialogues. Ça, c'est connu. Aucun. Les négociations n'ont jamais conduit à une paix durable. Même à la guerre mondiale, il y avait des pourparlers, il y avait des négociations. Mais pour qu'il y ait la fin de la guerre mondiale, c'est lorsque un pays a donné l'exemple d'une force efficace. C'est-à-dire, les États-Unis a frappé le Japon. Tout le monde a compris que les États-Unis étaient la puissance à ce moment-là. Et la guerre a pris fin. Pour que la paix revienne éternellement, pour qu'il y ait une paix durable, il faut nécessairement que nous ayons une armée capable de mettre dehors les attaques. Donc, ce dialogue inclusif ne sert à rien. Non, je ne dis pas ça sert à rien. J'évoque le pourquoi maintenant on doit revenir sur le même schéma. Mais parce que nous avons utilisé, c'est-à-dire quoi? On n'a pas essayé d'améliorer notre manière de faire. On est toujours dans le même pratique Yakala. Ok. On n'a pas changé la manière de gouverner. On n'a pas changé la manière de prendre soin de l'armée. On n'a pas changé la manière de comment prendre soin de la police. On n'a pas changé la manière de comment avoir des services capables d'anticiper une rébellion qui veut commencer. Si on avait cette capacité-là, Abunaga dans la guerre serait fini.
Voilà. Et nous n'avons pas envie de changer la manière de dialoguer. Là, je vais arriver. Très bien. Si on était capable d'anticiper les événements, si on était capable d'anéantir l'ennemi, à Bunagana, la guerre serait déjà finie. On allait mettre terme à la guerre au niveau de Bunagana parce que c'était encore très loin. On avait la possession d'une très grande partie de l'Est. Mais on a loupé cela. Les dialogues reviennent pour ça. Parce que, Mani, le jour que l'armée sera efficace, Très bien. le jour que l'armée sera vraiment en mesure d'assumer son rôle comme il se doit, c'est-à-dire une armée dissuasive capable de remplir sa mission, de protéger l'intégrité territoriale. Mais tout celui qui vient se réveiller avec la folie de prendre les armes, il sera bouté dehors rapidement. Mais si on n'est pas en mesure de bouter l'ennemi rapidement dehors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dialoguer. Et il dit Donc ici, en attendant qu'on continue de laisser infiltrer bon, l'armée. entre-temps, maintenant on fait quoi? Non, attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de guerre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je donne mes minutes, qui me répond. Vous pouvez répondre. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Il vous a donné. Si je comprends sa logique, Oui. la logique est telle que, parce que l'armée a des faiblesses, qu'on dialogue. Oui. Tout en sachant que c'est au moyen du dialogue qu'on se fait infiltrer. Donc qu'on continue de se faire infiltrer. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt ici. La compréhension est mauvaise. Voilà pourquoi j'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Au contraire, j'ai compris que c'est lui qui ne me comprend pas. Même moi qui suis dans mon téléphone, je le comprends mieux. J'ai dit ici, la meilleure façon de faire, c'est d'isoler d'abord le problème. On change de façon de dialoguer, sans faire le lit de l'infiltration. On stoppe d'abord l'infiltration. Voyez-vous, on isole le problème. On va dialoguer sans qu'on favorise l'infiltration. Et pendant ce temps, on est en train d'extirper le top. Qui n'a pas observé? Mais on peut faire un dialogue inclusif sans infiltrer. C'est ce que je suis en train de faire. Répondez rapidement qu'il continue. Ici, on stoppe d'abord le processus d'infiltration. On est en train d'extirper les tops un par un. Vous savez combien on a arrêté? Combien sont en prison? Combien sont en train d'être jugés? Pendant que nous sommes en train d'extirper les tops, il faut qu'on dialogue de façon différente, sans permettre encore la réinfiltration. Merci. Voilà pourquoi il faut dire niet au dialogue inclusif. Je peux répondre, mais C'est pas compliqué. T'as tes minutes. Vous comprenez qu'il n'a pas répondu à la question. Oh. Parce qu'entre-temps, pendant cette période-là, la population est en train de mourir. Pour lui, il est pour le dialogue, mais un dialogue exclusif. Il parle du dialogue exclusif. En vrai, il fait allusion à Nanga, les Kabila, on doit la mettre de côté. Très bien. Mais j'ai comme l'impression que mon aîné, il est journaliste, mais il n'a pas l'information du pays. C'est quoi l'information? L'information est que le gouvernement est déjà pour parler avec ces gens que vous voulez mettre dehors. Les gens que vous voulez mettre à côté. Nous dialoguons déjà, nous négocions déjà à Doha avec les AFC et les Nanga. La preuve, le gouvernement congolais a libéré les prisonniers politiques, les prisonniers de l'AFC. C'est parmi les clauses du dialogue, c'est-à-dire, c'est parmi les clauses pour parler de Doha. On a libéré 15 personnes récemment ici, vous avez suivi l'information. C'est-à-dire, on a respecté une demande des rebelles. Dans les dialogues inclusifs que nous refusons, ça s'est fait déjà là-bas. Pour vous dire quoi? Dans le pour parler de Doha. Parce qu'il m'a dit ici, il faut stopper l'infiltration. Très bien. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il parle de mixage et brassage. Ok. Mais dans les pourparlers de Doha, parmi les clauses, il y a mixage et brassage? Il y a ce qu'ils ont appelé, ils ont changé les termes. Ils ont appelé ça intégration conditionnée. Intégrer les rebelles dans l'armée. C'est ça, non? C'est quoi les mixages? Ah, mais c'est pas la même chose. Oh. Mais ça fait pas du brassage, ça veut pas du mixage. Comment ça, ce n'est pas la même chose? Tu peux vérifier sur téléphone. Brassage, c'est quoi? Les éléments de la rébellion entrent dans l'armée régulière. Et intégration. Politique du mouvement rebelle entre dans le gouvernement et tout consort. Oui. Mixage, c'est quoi? Oui, on prend les éléments. Oui, mais sans filtration, c'est ça le problème. Toutes les démarches nous amènent à quoi? À ce qu'il y ait des rebelles qui seront soit dans l'armée régulière. C'est ça la démarche, non? Donc nous sommes contraints de recevoir les rebelles dans notre armée. Nous sommes contraints de... En fait, nous ne sommes pas obligés de recevoir les rebelles. Mais, dans les démarches actuelles que lui, il est en train de refuser, les gouvernements congolais qu'il défend est déjà dans cette démarche-là. La preuve, ils ont même libéré des prisonniers politiques, des prisonniers, des rebelles. Des M23. Des AFC
et M23. Ils ont relaxé ces derniers. Donc, je peux répondre maintenant. Oui. Parce que quand vous aurez la parole, quand ces derniers, Mhm. c'est-à-dire qu'ils participent ou pas Oui. dans un dialogue que vous appelez national aujourd'hui, Mhm. qu'ils participent ou pas, sont déjà sous Donc, la le gouvernement négociation va répondre à avec des directement. directement là-bas dehors. Évoquer la force. Parce que si nous voulons, comme lui dit, refuser l'infiltration, Mhm. mais parce qu'il faut comprendre une chose, Mani. L'infiltration ne vient pas que par les mixages et les brassages. Je suis désolé. Ça fait encore par quoi? Qui ont étudié les questions stratégiques, ils vous le diront. Les questions sécuritaires, ils vous le diront. L'infiltration aujourd'hui dans le monde moderne, dans la guerre moderne, est utilisée comme arme de guerre, comme stratégie de guerre. C'est-à-dire, on peut ou ne pas avoir mixage, brassage, Oui. mais si nous n'avons pas de services d'intelligence capables d'anticiper les événements, on peut toujours nous infiltrer. C'est-à-dire, on peut envoyer des gens pour nous infiltrer, sans que ces derniers passent par l'armée. Des gens qui viendront avoir les informations nécessaires par rapport à nos plans pour les déballer ailleurs. Voilà. C'est-à-dire quoi? J'ai évoqué ici l'approche idéale. C'est Très quoi? bien. C'est une approche qui va nous amener à avoir une capacité de répondre militairement à tout. Aujourd'hui, Mani, j'atterris par là. Rapidement. On parle du Rwanda. On parle du Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui nous infiltre, non? On parle du Rwanda qui nous infiltre, qui nous agresse. Mais il y a une logique internationale qui dit que les États sont de monstres froids. Les États agissent par les intérêts. Mais nous avons 9 pays voisins. Nous avons 9 potentiels ennemis. Demain, ça sera le Burundi. Demain, ça sera l'Ouganda. Demain, ça sera la Zambie. Les jours que tous ces 9 pays décident de nous attaquer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, voilà pourquoi y aller aujourd'hui. Si nous voulons éviter les dialogues répétitifs, il faut que nous soyons forts. Si nous voulons mettre en déroute celui qui prend les armes, il faut que les gouvernements congolais soient capables, à chaque fois que quelqu'un se lève pour prendre les armes, que nous soyons en mesure de les neutraliser par les armes aussi, par la force. Donc la seule solution, réformer l'armée. Très bien. Doter des moyens nécessaires à l'armée, doter des munitions nécessaires, doter une ration nécessaire à l'armée. Finalement, c'est que tu rejoins, parce que c'est ce qui est en train d'être fait. Finalement, c'est que tu moi, rejoins ce que le gouvernement est en train de faire. C'est que moi, je vois des vidéos des militaires qui disent non, mais l'adversaire a des armes lourdes, ils ont des drones. Ce que moi, je vois, c'est ça. C'est que moi, je vois des vidéos, des policiers des militaires qui vous montrent un sachet là avec un peu de riz. Même le président lui-même s'est plaint lorsqu'il était à Goma, que la ration n'arrivait pas. Vous vous rappelez à l'époque? C'est ça, en fait, l'organisation de l'armée. Une armée forte, ça s'est construit avec des stratégies nécessaires pour moderniser notre armée. Donc, pour les dialogues, je l'ai dit et je le répète, si aujourd'hui les gens insistent sur le dialogue, et les dialogues pour que ça soit, si nous voulons vraiment résoudre des questions liées à la guerre par les dialogues, mais obligatoirement, ça serait un dialogue inclusif. Parce que l'inclusivité... Il faut obligatoirement la présence des Nanga, des Kabila, des Bissimois, des Makengo. Allons-y. Si nous n'arrivons pas à anéantir Nanga, les Bissimois, par les armes, et que nous voulons négocier avec eux, nous serons obligés d'être sous la table avec eux pour trouver des solutions par rapport aux questions sécuritaires. À défaut de ne pas faire cela, on n'a pas d'autre solution. Il faut prendre les armes, les mettre dehors et après, voilà. C'est très bien. Pas au courant qu'il y a d'autres solutions militaires. Mais ces solutions, on ne viendra pas vous les dire, je répète ici. Très bien. Les solutions doivent avoir des répercussions directes sur la population. C'est clair. C'est quand la dernière offensive. J'ai maintenant la parole, n'est-ce pas? Oui. Je vous relance par une question. Je vous relance par une question. C'est calmé, parce que... Je vous relance par une question. Allez-y. Vous insistez sur les dialogues exclusifs. Donc, l'exclusivité du dialogue. Négocier sans mettre en partie les rebelles, les personnes qui causent les maux à l'est de la moitié du Congo. Donnez-là quelque chose de très important, que le gouvernement congolais négocie déjà avec l'FC-23 à Doha. Aujourd'hui, ça se passe en Suisse, si je ne me trompe pas. Oui. Pourquoi refuser de dialoguer ou de s'asseoir avec Nanga et les autres ici à Kinshasa quand vous vous asseyez déjà avec eux à Doha? C'est là où je vous dis que même eux, ils sont illogiques dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils avancent comme argument. Si vous savez que ces gens-là ont un autre cadre de discussion avec le gouvernement, pourquoi vous voulez qu'ils viennent ici, dans ce dialogue?
ces gens ici. Si vous savez que Je vais vous arriver à ça. discutez avec Eadoa, pourquoi il a refusé ici? Voilà. Mais parce qu'ils ont déjà un autre cadre. Des gens qui ont déjà un autre cadre de discussion. Bah, ça va pas. Il y a un problème d'intelligence ou quoi, franchement. Comment quelqu'un qui a déjà un autre cadre de discussion? Bon, Linga, il y a un Kulukani, non, le matin, Linga, franchement. Non, bah, on va pas. Pas de Je ne comprends pas ces gens ici. Vous savez très bien qu'ils ont un cadre d'échange là-bas avec le gouvernement. Oui. Mais pourquoi vous voulez qu'ils viennent? Ils viennent faire quoi ici? Mais il y a des Ils mois. finissent chercher quoi là? Ces cadres ont donné plusieurs Et mois encore. sans solution. Et encore, moi je précise Très bien. que vous savez, dans ce cadre de discussion où ils sont avec le gouvernement, Oui. au moins, de là ne sortira pas l'infiltration classique qu'on a connue par le passé, comme on incorporait brutalement des troupes rebelles dans l'armée, dans la police. Pas d'infiltration Ça ne se classique. fera pas de cette moderne façon-là. maintenant. Il ne sera quelle sorte d'infiltration? Moderne. Parce que cette incorporation sera filtrée. Comment ça? Un rebelle reste un rebelle. Vous voulez qu'on vous dise ça? Non. Il y a des stratégies comme ça. C'est- Mais c'est ça votre problème. Vous ne comprenez pas. C'est Traoré, c'est aussi Donc, la question. vous voulez qu'on vous dise maintenant, là, voilà ce qu'on va faire. Nous, en tant que gouvernement, en tant qu'armée, quelles sont nos stratégies? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Non, nous analysons. Dès que tu là épinglé, je crois que vous allez nous éclairer, ça va aussi aider nos auditeurs et téléspectateurs. Mixage et brassage. Une question que les Congolais, même ceux qui sont dans la cité, refusent catégoriquement. Nous ne pouvons pas mixer ou faire venir les militaires rebelles dans notre armée nationale par fierté et par patriotisme. Mais comment vous ne voulez pas mixer et brasser ici, mais accepter des mixages et brassages par Doha et vous appelez, ça sera de l'infiltration, Il y mais a pas pas de classique. mixage et mixage là-bas. Il y a quoi maintenant? Il y a incorporation au cas par cas. Je sais qu'il va le vérifier au donc, téléphone et il comprendra qu'il y a une Donc, nuance. il y a des bons rebelles que Il nous... comprendra qu'il y a une nuance. Donc, il y a des bons rebelles Ça veut dire que nous devons intégrer. Brassage et mixage. Vous savez ce qui s'est passé par le passé? Allons-y. Avant, c'était RCD, MLC, venez avec vos troupes. Très bien. On les enregistre et on incorpore. On attribue des grades. Voyez-vous? Maintenant, ça sera comment? C'est-à-dire sans filtrer, sans savoir d'où ils viennent, Ok. quelle probité morale, quel parcours, quelle origine. Ça- On s'est limité à les enregistrer. Sans savoir leur CV. C'est ce qu'on faisait. On s'est limité à enregistrer les gens et à les incorporer dans nos services de sécurité et de renseignement. Et à leur attribuer des grades et des fonctions. Voyez-vous la dangerosité de cette pratique? Maintenant, on va le faire, mais juste à Maintenant, s'informer. on ne va pas faire pareil. Comment? On va étudier au cas par cas de chacun des mutants. Ils vont intégrer oui ou non? Par cas. Ils vont intégrer oui ou non notre armée? Au cas par cas, pas tous. Pas comme on faisait par le passé. On les incorporait tous. On se limitait à les enregistrer. Voyez-vous que c'est différent? Donc, on va quand même intégrer les rebelles. Au moins tel que tu es là, Mhm. quand tu viens, tu dis, bon, moi je suis combattant MLC par exemple. En étant rebelle. Ou RCD, rebelle, ainsi de suite. On t'enregistre. C'est quoi ton nom? Ok, grade, ok. Vandaguno, comme soldat congolais. Ça va pas. C'est pas ce qui va se passer dans le cadre de ce qui est prévu d'intégration au cas par cas. Ce n'est pas du tout le cas. Hein? Donc, vouloir présenter ça comme brassage et mixage, c'est justement ça, la mauvaise intention de vouloir alarmer l'opinion, qui du reste est contre la pratique déjà. C'est comme ça que moi je plaide pour non seulement un dialogue exclusif, puisqu'ils ont déjà un cadre de discussion, qu'est-ce qu'ils viendront chercher ici? Au contraire, c'est à eux qu'il faut poser la question. Quel est leur intérêt à vouloir que des gens qui ont déjà un cadre d'échange avec le gouvernement viennent dans un autre dialogue? C'est pour faire quoi? Pour qu'ils aient deux dialogues? Celui qu'ils sont en train de suivre avec le gouvernement là-bas ne suffit pas. C'est comme ça qu'on vous dit que ces gens ont des ramifications avec les rebelles. Voyez-vous, il n'y a aucune intelligence dans le fait de vouloir... Papa, tout réfléchir comme... Donc, pour nous, opposants va travailler dans la rebelle. Mais qu'est-ce qui fait que Bato va plaider Kanabango pour que Baye dialogue? Qu'est-ce qui explique ça? Mais bon, on est basé à la hauteur à problème. Mais ils sont basés sur le déjà dans le gouvernement. Ça, vous ne comprenez pas? Les gens sont comme ça. Ils sont déjà en train de discuter avec le gouvernement. Il fallait dire est-ce quoi qu'on a? Mais ça se poursuit et ils continuent. Qu'est-ce qu'ils viendront faire ici? Si tu vois quelqu'un insister pour qu'il vienne ici, c'est qu'il veut rendre l'ascenseur. Comment ça? Il veut rendre le service pour lequel il a été payé. Il a Donc- été payé pour convaincre l'opinion et convaincre le gouvernement Donc- que ces gens-là
viennent à la table des négociations. Donc, parce que logiquement, ça ne s'explique pas. Donc, c'est les gens dans le dialogue A, on le met dans le dialogue B, ça s'explique pas. C'est 64 Futama qui parle de rebelle pour convaincre le gouvernement pour intégrer les rebelles. L'impression que nous avons, notamment moi, j'ai cette impression-là parce que dans ma petite intelligence, quand j'observe, je trouve aucune logique dans ça, dans cette démarche-là, cette attitude-là, de vouloir que des gens qui ont déjà un cadre de discussion viennent encore participer à notre dialogue. C'est qui est anguille sous roche. Je trouve ça suspect comme attitude. Pourquoi vous plaidez à ce que des gens qui discutent à Doha ou en Suisse, ainsi de suite, viennent encore ici? Vous, quel est le lien qui fait en sorte que vous et eux, vous puissiez vous devenir leur porte-parole, que vous militez pour leur cause? Juste l'éclairage. Peut-être ça va vous aider à évoluer. L'opposition congolaise 64 a été claire. Les dialogues inclusifs, c'est être congolais. À Doha, il y a AFC et M23. Dans les M23, il y a ceux qui ne sont pas congolais. Et dans l'AFC, c'est ceux qui sont des Congolais. Mais ici, il y aura que des Congolais. Donc, AFC M23 n'est pas composé que des Congolais. Il est composé des Congolais et des non-Congolais. Maintenant, dans les discussions inclusives, ici, il y aura que des Congolais qui sont rebelles. Mais pas tous les rebelles. Mais là-bas, à Doha, il y a tous les rebelles qui discutent avec le gouvernement congolais. Vous pensez que c'est aussi une bonne façon d'appeler d'abord, vous êtes nos frères, c'est trop vrai, vous êtes nos frères congolais. Inintelligent, franchement. Vous êtes nos frères congolais, venons discuter. Laissons l'ennemi, venons discuter. C'est une excuse qui n'a aucune intelligence en son sein, franchement. S'ils veulent prendre ça comme alibi, c'est vraiment inintelligent de leur part. C'est des entités qui discutent, pas des individus. Ceux qui discutent dans le cadre du dialogue, ce sont des entités. Qui C64, qui gouvernement congolais, qui AFC, qui M23. Voyez-vous, ce sont des entités qui discutent. Oui ou non, il y a l'entité AFC M23 qui discute avec le gouvernement en Suisse. Mais ici, peut-être il y aura AFC 100 M23. AFC M23, oui ou non, ils discutent en Suisse. Maintenant, vous allez prendre un morceau de l'AFC M23, vous divisez en 2 ou en 4 pour prendre un morceau, le ramener dans le dialogue. Ça n'a aucune logique. Cette entité-là a déjà un cadre d'échange avec le gouvernement. Arrêtez de vouloir la mêler à ce qui pourrait se passer ici. C'est ce qui met la puce à l'oreille. On comprend que c'est une démarche suspecte. Une façon de vendre les informations. Une démarche suspecte. Ces gens-là vont continuer à discuter dans ce cadre-là. Laissez-les discuter là-bas. C'est déjà un processus qui est assez avancé. Mais maintenant, ici, s'il y a dialogue, comme j'ai dit tantôt, discutons avec ceux qui embêtent les gens inutilement ici. Très bien. Est-ce que ce dialogue n'a aucune raison d'être? Très bien. Mais comme il s'agit des embêtements inutiles, dans le cadre d'ouverture politique, que Tshisekedi dit, c'est comme ça, il dit, bon, tant mieux. Après tout, on va quand même essayer votre solution à vous là. Mais voici les garde-fous. Les garde-fous là sont notamment le fait d'exclure l'AFCM 23. Voyez-vous, le fait de l'exclure, ce sont notamment des garanties parce qu'à l'issue de ce dialogue qui va se faire ici à Kinshasa, Daniel a dit tantôt ici que rien n'est garanti qu'à l'issue du dialogue, il pourrait avoir un renversement de l'autre question. Mais toutes les fois, il y en a eu. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, il n'y en aura pas? Quel ordre qui sera renforcé cette fois-ci? Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument d'expérience. Pour les 37 fois qu'on a connu les dialogues, on a vécu la même chose. Qui, au nom des premiers ministres de l'opposition, non, mais on prend ceux qui sont, issus des entités rebelles, ainsi de suite, on les incorpore dans les institutions. Mais c'est la même formule qui va se répéter à l'issue de ce dialogue ici. Si nous y allons sans mettre de garde-fous, on risque de répéter la même chose. Et ça va être une erreur qu'on a faite pendant 30 quelques années de crise. Ça fait 37 ans que ça dure. Et maintenant, aujourd'hui, on risque de répéter la même erreur parce que on veut discuter dans le cadre d'un dialogue qu'ils veulent inclusif. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Très bien. Vous dites stop. On va changer de fusil d'épaule. On a essayé l'autre pôle, ça n'a rien donné. On va essayer de l'autre côté. C'est comme ça que des gens intelligents font. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je connais cette émission. Nous sommes déjà à 1h15 de l'émission. Ça fait déjà le temps
Précis. Daniel Kitenge, nous allons chuter avec vous. Dialogue inclusif, dialogue exclusif. Je crois que c'est la question dernière. Le gouvernement discute déjà avec l'AMC 23 à Doha. Aujourd'hui, ça se passe à Suisse. Pourquoi trancher un morceau, couper un morceau de l'S123, discuter avec ces morceaux ici à Kinshasa? Qu'est-ce que ces morceaux de l'S123 qui discutent déjà avec le gouvernement à Suisse ne peut pas dire tout ce qu'il pouvait dire ici, les dire là-bas dans la discussion de Doha Suisse? Merci Mani. Je rappelle à mon aîné Cissé Traoré qu'en 2016, on était déjà hors l'ordre constitutionnel. Et le dialogue est venu pour nous trouver une solution pour avancer. C'est-à-dire, les élections devaient se tenir en 2016. 2016, il n'y avait plus l'ordre constitutionnel. Il faut le comprendre ainsi. Vous vous rappelez, vous êtes un historien du président d'ailleurs, vous êtes mieux informé que... Le dialogue a commencé en 2015. Non, 2015, c'était Kodjo. Oui. Kodjo, c'était ça. Le Kodjo, c'était pas la même chose qu'avec Saint-Sylvestre. C'était pas la mais le dialogue à Saint-Sylvestre, c'est la suite de ce que Kodjo a fait. Non. Kodjo a atterri avec la nomination de Badi Banga comme Premier ministre, et après, il y a eu Saint-Sylvestre. Parce que justement, il y avait des frustrés du dialogue de l'OIA, notamment l'UDPS Rassemblement qui avait refusé. C'est comme ça qu'on a recyclé ça avec... C'est pour ça que j'avais la parole. Alors, c'est déjà qui rapidement. On a dépassé ces temps-là où on doit prendre les gens. Moi, je ne veux pas qu'on peint un tableau comme si les gens se font passer pour des porte-paroles des rebelles. Non. Mais c'est ce que tu fais. Non. Dans ces plateaux, du début jusqu'à la fin, j'ai évoqué l'approche nécessaire pour mettre l'ennemi dehors. C'est quoi l'approche de l'arme? J'ai demandé même au président Félix si il est vraiment un vrai stratège. La vraie stratégie ultime, c'est de le mettre en place pour mettre l'ennemi dehors. Vous comprenez? Très bien. Et c'est lui qui a élevé l'équivoque de la participation des rebelles dans un pourparler ici. Ce n'est pas l'opposition. C'est le président de la République lui-même. Parce que lui-même avait dit qu'il ne va pas se mettre sur une table de négociation avec ces derniers. Et aujourd'hui, il est à Doha. Vous avez posé une belle question ici. Pourquoi vous êtes avec eux là-bas, mais vous les refusez ici? Très clairement. Mais j'ai répondu, non? On parle. J'ai répondu oui. On parle d'un dialogue national. On parle d'un dialogue national. Si l'objectif de ces dialogues est de donner, comme il a appelé ça avec dédain ici, les gens ici qui nous troublent ici à Kinshasa, ne l'organisez pas. C'est vous qui les demandez. Oh, s'il vous plaît. Selon lui, c'est par charité. S'il vous plaît. Voilà. Si c'est ça l'objectif, ne l'organisez pas. Les leaders de ce 64 ne seront pas d'accord quand tu dis ça. Ils vont te chasser. S'il vous plaît. Ils vont te virer. S'il vous plaît. Moi, je ne mange pas la de 64. S'il vous plaît. Si c'est ça l'objectif, c'est que ça, on s'en fout de la population. Parce que moi, j'estime que les dialogues, si on doit avoir les dialogues, ça sera pour trouver des solutions aux questions sécuritaires. Très bien. Voilà. Parce que c'est la crise majeure que nous avons aujourd'hui. La crise sécuritaire. Il y a des Congolais qui sont en train de mourir sous les balles de l'ennemi. Mais c'est ce que le gouvernement fait. S'il vous plaît. J'ai suivi une fois le président du Kenya dire publiquement, et le gouvernement qu'on n'a jamais démenti cela, que dans une réunion, le président Félix avait reconnu que ceux qui sont à l'Est sont des Congolais. Dans le cadre d'un dialogue national, on parle de la nation, non? On parle de la nation. Daniel Kitenge. S'il vous plaît. S'il faut qu'il y ait un dialogue national pour trouver des réponses aux questions sécuritaires, très bien. C'est qui l'interlocuteur direct? Mais soyons quand même, parce que vous parlez de la logique. Très bien. Si l'objectif est de dialoguer pour atterrir sur des questions sécuritaires, on doit dialoguer avec qui? Mais pas avec les tireurs de ficelles. Ceux qui ont les armes dans leurs mains. C'est une évidence. Mais c'est pas ce qui se fait à Doha. S'il vous plaît. Daniel Kitenge, je te relance et continue. Je te relance juste. Les problèmes aujourd'hui, c'est dialoguer. Vous avez parlé des rebelles en général. Je crois que M. Cissé aussi l'a évoqué. Pour lui, il ne faut pas dialoguer avec l'F-123 ici à Kinshasa. Moi, je me suis demandé pourquoi vous le faites à Doha. Et vous dites que non. Si aujourd'hui, l'objectif, c'est un dialogue inclusif, il faut dialoguer aussi avec ici.
c'est cette partie des Congolais qui sont aujourd'hui rebelles à l'Est. Qu'est-ce qu'ils vont venir dire ici ou proposer dans les dialogues ici à Kinshasa de ce qu'ils ne proposent pas là-bas? Belle question. Très bien. Je reviens encore à ce que je viens de dire. Et je pense que c'est la réponse à ta question. Nous voulons dialoguer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un président de la République prenne le temps d'échelonner les listes, d'organiser un dialogue juste pour plaire à certaines personnes. Comme si c'est Traoré l'a dit ici. On va engager les moyens de l'État, on va prendre une ordonnance convoquant les dialogues nationaux pour plaire à ses opposants qu'il a dit ici qui font des troubles faits ici. Alors, si on veut dialoguer... Il n'y a pas de réponse. Oh, je réponds à la question. Si on veut dialoguer pour atterrir sur des questions liées à la sécurité, l'interlocuteur direct, ce sont les rebelles. Qu'est-ce qu'ils viendront dire ici qu'ils n'ont pas dit là-bas? C'était ça la question, n'est-ce pas? Laissez-moi aboutir à la réponse. Très bien, allons-y. Je dis ceci. L'objectif, si l'objectif est de se mettre autour d'une table ici à Kinshasa, pour des questions sécuritaires, nous serons obligés ou contraints de se mettre autour d'une table avec les rebelles. Qu'est-ce qu'ils vont venir dire ici qu'ils n'ont pas dit à Doha? À Doha, oui. Mais ils vont venir nous parler des questions sécuritaires. Du pourquoi ils ont pris les armes. De pourquoi ils continuent à tuer les Congolais. Ils n'ont pas dit ça là-bas. S'il vous plaît. Ah, ok. Comme vous estimez qu'ils ont dit ça là-bas, c'est qu'ici, arrêtez avec cette affaire de dialogue. Arrêtez. Donc vous le rejoignez en disant que le dialogue n'est pas inutile. En fait, moi je suis très cohérent dans mes argumentaires. Très bien. Et très clair. J'ai une indépendance d'esprit très mise au point. Ça c'est ça. L'objectif du dialogue c'est quoi? Résoudre les questions sécuritaires. Si on veut dialoguer pour des raisons sécuritaires, on va se mettre à table avec qui? Avec celles-là qui ont les armes dans leurs mains. Qui ont causé l'insécurité, oui. Si l'objectif ici n'est pas de dialoguer pour des raisons sécuritaires, mais pourquoi on va dialoguer? Qu'on arrête des dialogues. Très bien. Si c'est ton rêve à répondre à cette question. Le président de la République, c'est lui l'initiateur même du dialogue. Il a nos prélats catholiques et nos pères des églises l'ont vu, il a accepté le dialogue. Donc, c'est lui qui devait fixer les termes de référence de ces dialogues. Et c'est lui, il sait, en étant président de la République, de ce qui se passe à Doha, les discussions de ce qui se passe à Doha. Il sait ce que l'FC123 dit ou pas. Il a parlé de dialogue inclusif, malgré vous parlez de dialogue exclusif. Il a parlé de dialogue inclusif, donc il savait c'est quoi un dialogue inclusif. Pourquoi il veut un dialogue inclusif ici à Kinshasa? Quand on parle d'un dialogue, c'est pour résoudre les questions sécuritaires qui se passent à l'Est. Il sait ce qui se passe là-bas. Il sait ce que l'M23 réclame, l'F123 réclame et propose. Il sait ce que le gouvernement aussi réclame et propose. Preuve, Denis Kitengela l'a évoqué, des prisonniers des deux parties ont été libérés. Pourquoi accepter un dialogue ici à Kinshasa quand vous dialoguez avec ces mêmes personnes là-bas déjà à Doha et vous savez ce qu'ils veulent? Ce n'est pas ça aussi la stratégie qu'on disait à la critique. Attention, je n'ai pas très bien saisi la question. Vous dites pourquoi dialoguer avec... Pourquoi accepter? Parce que si le dialogue doit aboutir, entre guillemets, à résoudre les questions à l'Est, donc normalement, les concernés doivent être présents. Parce que c'est eux qui doivent nous expliquer comment ça s'est passé tout. S'il faut dialoguer pour la sécurité, Denis Kitengela dit il faut que les rebelles soient là présents. Et ces mêmes rebelles, le gouvernement congolais... Très bien, bon. Allons-y. On va faire avec... très bien. Il y a ceci. Le dialogue qui veut s'organiser ici, à Kinshasa, très bien, n'a rien à voir avec des fauteurs de troubles. Ah bon? Pourquoi? Parce que, ils sont déjà en dialogue avec le gouvernement. Donc, à quoi ça sert à quoi ça sert les dialogues ici alors? Donc vous êtes le gouvernement congolais ici. Maintenant ici, ce qui doit se faire ici, c'est avec ceux qui jouent le relais justement de ceux qui ont pris les armes. C'est notamment 764, et les autres. Ça n'a aucune logique. Maintenant ici, comme il y a des politiques de l'opposition et des partis politiques de l'église catholique, notamment la Cinco, qui jouent le trouble fait, qui jouent le relais de ceux qui ont pris les armes, on va les approcher pour discuter avec eux, à leur demande, bien sûr, je précise. Mais pour ce qui est des rebelles fauteurs de troubles, les vrais problèmes, ils ont déjà un cadre de discussion. Donc, pour vous, négocier avec l'âme, c'est plutôt négocier avec C64, c'est négocier avec les rebelles. Ça n'a aucune logique. Indirectement. Donc, ça n'a aucune logique. Négocier avec C64, avec la Cinco et les autres,
c'est comme couper l'arbre sous le pied. C'est eux qui jouent comme la pépinière. C'est eux qui renflouent la rébellion. La rébellion recrute. Il n'y a pas de logique. Ils prennent des acteurs politiques ici à Kinshasa. C'est ici. Ils viennent d'ici pour rejoindre Goma. De l'opposition. Il faut commencer à couper l'herbe sous le pied à partir de l'opposition. Notamment à la 5 Non, de l'opposition. à la C64 et ainsi de suite. L'Union sacrée. Ibalaki. Je parle de C64. Mais tu parles des acteurs d'ici. Certains aussi sont de l'Union sacrée. Nous n'avons pas compris très bien. J'espère nous n'avons pas compris. Maintenant, on se comprend très bien. Non, en fait, Là, qui peut se calmer. oui. Calmez-vous dans l'équipe. Tout le temps, mais Calmez-vous dans l'équipe. Je ressens la question, il va nous répondre. Pourquoi nous devons discuter avec C64 ici présents? C64 n'a pas tenu des armes contre la République. Les pères catholiques n'ont pas tenu des armes contre la République. Mais pourquoi nous devons négocier avec eux pour résoudre le problème des gens qui ont tenu les armes là-bas à l'Est? Justement, c'est C64 et Senko qui jouent les béquilles de la rébellion, justement. Regardez tous ceux qui constituent souvent la RDC aujourd'hui. Ils viennent du doute. Certains sont membres de C64. Ce AFCM 23, pour qu'ils vivent, ils recrutent ici à Kinshasa. Et à l'Union sacrée. Ils prennent les gens il faut ici le dire à aussi, Kinshasa. à l'Union sacrée. Il faut commencer par maîtriser ceux qui sont ici. À l'Union sacrée Qui aussi. jouent la pépinière. Donc l'Union sacrée aussi. La pépinière 23. Non, l'Union sacrée aussi. Tu peux le calmer. Non, mais il faut les relancer. Il parle de l'Union sacrée. Nous avons vu Oui, mais calme-le. Nous avons vu. Et la Tu ne pépinière. vas pas lui apprendre à faire son travail, cher. Donc moi je comprends que Cher ami. même l'Union sacrée c'est la pépinière de Laissez-lui faire son travail. Laissez-lui continuer. Donc, j'étais en train de dire, Oui. Kinshasa ici, c'est la pépinière de l'FCM 23. C'est ici qu'ils les recrutent. Il recrute partout. Par conséquent, y compris dans C64, Et y compris dans Senko, dans l'Union sacrée. y compris dans l'Union sacrée aussi. y compris les frustrés de l'Union sacrée. Voyez-vous? Donc, comme tous proviennent de Kinshasa, voyez-vous? Très bien. C'est ici qu'il faut commencer par maîtriser. On maîtrise ceux qui sont ici, qui de temps à autre jouent le relais de la rébellion. Mais eux, pour ceux qui sont là-bas au front, qui tiennent les armes, ils ont déjà leur cadre à eux. C'est Doha. Ils discutent là-bas. Donc, ici, pour qu'ils n'aillent pas renflouer la rébellion, pour qu'ils n'aillent pas soutenir la rébellion, La finalité du on dialogue, c'est discute quoi? avec eux dans le cadre du dialogue qui va bientôt voir le jour. L'objectif, c'est quoi? clair maintenant. La finalité, c'est quoi? On va discuter avec, et selon vous, le La réel. crise, bien évidemment. Quelle crise ils vont résoudre? Voilà. Mais la crise sécuritaire. Mais ils ne sont pas impliqués, dans cette insécurité. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comment vous pouvez dire qu'ils ne sont pas impliqués s'ils jouent la pépinière de ceux qui sont là? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ils les recrutent ici, donc ils sont concernés indirectement. Très bien, on a fait. Clair. Sacré si c'est Traoré, sacré si c'est Mon Traoré. français est limpide. Très bien, on clôture directement, vous prenez la parole et vous clôturez. Oui. Votre dernière. Ici, les compatriotes doivent retenir ceci. Non. Que si c'est C'est à moi de Traoré conclure. a dit dans ces plateaux que l'Union sacrée est la pépinière de l'AFC 123. Parce que Ibalaki et ici de l'Union sacrée, il était même conseiller itinéraire du chef de l'État. C'est Traoré qui l'a dit. Bon, et je vais ici, conclure. il vous dit J'ai un petit biscuit de 30 secondes, je vais conclure. pour dire rapidement. Il termine et vous concluez. Rapidement, Vous serez les derniers à prendre la Donc, pour parole. dire que il m'a rejoint dans ma réflexion en disant qu'on va dialoguer pour des questions sécuritaires. Donc, c'est illogique de prétendre de dialoguer pour des questions sécuritaires et écarter ces derniers-là. Je vous avais dit récemment ici, aucun Congolais serait prêt à accepter de se mettre autour d'une table avec les tueurs. Mais nous sommes contraints parce que ici, on n'a pas la capacité de les bouter dehors. Donc, j'atterris pour encourager un compatriote congolais. Ok. Certes, à l'Union sacrée, il y a aussi des gens qui sont de bonne foi, qui aident la population congolaise à travers plusieurs actions sur terrain, plusieurs actions des aides, plusieurs actions de formation gratuite pour permettre à ces derniers de se prendre en charge. Je parle évidemment de M. Lambert Kankolongo. Il est le délégué général du parti MCA, le parti de Kaska Songo, le président Kaska Songo. Donc, il a sa fondation, la fondation Lambert Kankolongo. Ils sont en train de préparer des grandes activités dans les jours à venir, des formations énormes, c'est-à-dire une prise en charge vraiment de cette population démunie, des gens qui n'ont pas la capacité de se prendre en charge par eux-mêmes. Et cette fondation-là est là pour aider les compatriotes congolais à s'en sortir. Voilà pourquoi je devais faire mention de ce monsieur-là. Très bien. Un homme exceptionnel, M. Lambert Kankolongo, M. Lambert Kankolongo, président de la fondation
qui porte son nom, Fondation Lamec en Colombo. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. C'est Traoré, vous clôturez en beauté. Alors, ça méritait que je puisse saluer la bravoure de ces deux hommes, Très bien. qui sont à deux. D'abord, le pasteur Jules Moulindo. C'est un pasteur exceptionnel. C'est le Martin Luther King des temps modernes pour le peuple congolais. Le combat qu'il est en train de mener, vous avez vu hier au stade, c'est-à-dire c'est un leader d'opinion par lequel passe beaucoup de messages de révolution pour que le peuple congolais s'approprie la lutte. La lutte de la désinfiltration. La lutte du changement de la constitution auquel le peuple congolais a adhéré massivement, notamment grâce au pasteur Jules Moulindo. Je vous dis, c'est un combat que Simon Kimbangu a mené. C'est un combat comme celui de Desmond Tutu en Afrique du Sud. C'est un combat que plusieurs autres hommes de Dieu ont mené dans d'autres pays du monde. C'est le combat de l'appropriation du patriotisme, le combat du nationalisme, de la défense des intérêts de la nation. C'est le seul moyen par lequel les Congolais peuvent comprendre que ce qui est en jeu, c'est notre devenir même, notre existence en tant que peuple. Si on perd le Congo, nous allons errer à travers le monde. Et des gens qui servent de pont pour passer ce genre de message, c'est notamment des leaders d'opinion comme Jules Moulindo. Je salue le combat qu'il est en train de mener. Je vous dis, il faut que plus tard les gens comprendront. La deuxième personne. Pour ce qui est du général Jean-Pierre Kasson-Kabouy, c'est magnifique d'avoir des militaires de ce gabarit-là, de cette hauteur-là. C'est-à-dire, c'est un génie. Voyez-vous, je vais même plaider pour que lui soit décerné ce qu'on a appelé, on a donné récemment à la première ministre honoris causa. Ouais. Et même la médaille qu'on a récemment donnée à Fali Koupala. Chevalier. Voilà. Des gens qui se distinguent comme ça méritent que nous puissions les applaudir, les ascenser. C'est comme le cas du général Jean-Pierre Kasson-Kabouy. Grâce à son génie, aujourd'hui, Kanyamaka est en train de nourrir la population congolaise. Grâce à son génie, aujourd'hui, des ex-bandits urbains sont en train de rendre propre notre ville de Kinshasa. Et des gens comme ça méritent que nous puissions les soutenir. On verrait aujourd'hui honoris causa attribué à un militaire, ça changerait un peu l'impression que les gens ont, que c'est réservé aux politiciens. Voyez-vous? Parce qu'il a un parcours d'exception. Et donc, salutations à son parcours, salutations aussi au pasteur Jules Moulindo, j'ai dit. Très bien, merci beaucoup à vous auditeurs internautes. Vous nous avez suivis en direct de la radio Afro Diaspora Média. J'ai reçu beaucoup de messages ici. Malheureusement, nous ne pouvons pas lire ces messages. Il est déjà 13h. Je salue la population congolaise. C'est elle qui a écrit là-bas pour me soutenir. Ouais. Très bien. Salutations à vous aussi. Très bien. Nous n'aurons pas le temps de tous les 1h35 minutes d'émission. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre débat. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.